Bienvenue, aujourd'hui on va se pencher sur un texte assez provocateur. Un texte qui prend une insulte et qui décide d'en faire un étendard. Il s'agit du manifeste de Guidig, son extrémisme. L'objectif ici, c'est de redéfinir complètement ce que ça veut dire être un dissident. Allez, on plonge dedans. Voilà, dès la toute première phrase, le ton est donné. L'auteur ne cherche pas du tout à se défendre de l'étiquette d'extrémiste. Bien au contraire, il l'a saisie, il la revendique presque comme un titre de gloire. Ce qui est d'habitude une arme pour disqualifier quelqu'un devient ici le point de départ de toute l'argumentation. L'auteur ne fait pas que l'accepter, cette insulte, il la retourne complètement. En fait, toute la première partie du manifeste, c'est une tentative de réappropriation. Comment est-ce qu'on peut transformer le mot extrémiste, qui est utilisé pour faire taire, en un idéal ? Eh bien, la réponse, elle tient en deux mots. L'extrémisme lucide. Et nous y voilà, c'est vraiment le cœur du réacteur. L'extrémisme lucide, ce n'est pas présenté comme une idéologie politique, mais plutôt comme une discipline personnelle. Celle de regarder le monde en face sans le filtre du consensus. C'est une sorte d'engagement à refuser ce que le texte appelle les mensonges doux, ceux qui nous gardent dans un espèce de confort anesthésien. Et là, le manifeste pose une opposition très claire. Pour lui, il y aurait deux types d'extrémisme. D'un côté, celui de l'individu, qui serait lucide, un acte de courage solitaire, brûlant, et de l'autre côté, ce qu'il nomme l'extrémisme du système, celui des masses, un conformisme aveugle, lâche et tiède. Alors une fois que l'extrémisme est redéfini comme une qualité, le manifeste l'utilise comme une sorte de loupe pour analyser notre société. Et là, le diagnostic est sans appel. On vivrait sous une dictature douce. Une forme de contrôle beaucoup plus subtile que les tyrannies d'autrefois, parce qu'elle n'utilise pas la force, mais la persuasion. L'idée ici, c'est que le pouvoir moderne ne s'impose plus, il séduit. En utilisant un langage toujours positif, des symboles de vertu, les baskets éthiques, il endort l'esprit critique. Et c'est justement ça, d'après le texte, qui le rend si redoutable. Et cette propagande douce, elle reposerait sur quelques piliers, quelques messages répétés en boucle pour créer un consensus. Dans ce système de pensée, la moindre critique interne devient suspecte, et toute voix qui dévie est immédiatement étiquetée avec des mots-clés, fascistes, extrêmes, qui servent en fait à clore le débat avant même qu'il ne puisse commencer. On arrive à un point absolument central du manifeste. Pour son auteur, la propagande la plus puissante, ce n'est pas le mensonge, c'est le silence. Ce qui est délibérément ignoré, passé sous silence, constitue une forme de trahison. C'est ce qu'il appelle les 5 crimes par omission. Cette phrase, elle résume vraiment toute l'idée. La thèse, c'est qu'organiser le silence autour de sujets cruciaux, c'est bien plus efficace que de mentir de front. Pourquoi ? Parce que ça empêche le débat d'exister tout court. La vérité n'est même pas combattue, elle est juste étouffée. Et pour appuyer son propos, le manifeste donne 5 exemples concrets de ce qu'il considère comme des crimes par omission. On parle ici du silence supposé sur des élections annulées, d'une dépendance militaire et économique qui serait cachée, ou encore d'une pauvreté qui grimpe derrière des discours optimistes sur la croissance. Chaque point est présenté comme une pièce à conviction, la preuve d'une vérité qu'on étouffe, celle d'une Europe qui ne serait ni aussi démocratique, ni aussi souveraine qu'elle l'affirme. Parmi ces vérités qu'on voudrait étouffer, il y en a une que le manifeste attaque avec une férocité toute particulière. La place de la guerre dans notre société. L'auteur avance une idée assez forte, la guerre serait devenue une sorte de nouvelle religion et la militarisation son dogme intouchable. Le texte dénonce ici ce qu'il voit comme une inversion totale des valeurs. Un discours de paix serait en fait utilisé pour justifier des dépenses militaires records. Et pour ça, on sacrifierait des besoins essentiels comme la santé ou l'éducation, tout ça sur l'autel de la défense. Et la critique va encore plus loin. Elle accuse même l'écologie d'être récupérée. Le manifeste utilise une image choc, celle de chars d'assaut repeints en vert, pour symboliser ce qu'il appelle l'hypocrisie suprême, justifier l'industrie de l'armement au nom de la planète. Ce chiffre, c'est un argument clé dans le texte. L'auteur souligne ce qui lui semble être une absurdité totale. On demande des sacrifices immédiats aux gens pour un objectif militaire qui, de l'aveu même de certains responsables, ne serait pas atteignable avant au moins une décennie. Forcément, ça remet en question toute la logique de l'effort de guerre actuel. Bon, après un diagnostic aussi sombre, aussi critique de la société, on est en droit de se demander, d'accord, mais on fait quoi ? Quelle est la solution ? Et c'est là que la réponse prend un virage assez surprenant, très loin de la politique traditionnelle. Après une analyse aussi dure, on pourrait s'attendre à un appel à l'action politique, à un programme, mais c'est là que le manifeste change complètement de registre. Il quitte le terrain de la critique sociale pour proposer une solution d'un tout autre ordre. Une révolution, oui, mais une révolution intérieure. Donc, le véritable champ de bataille, ce n'est plus le monde extérieur, c'est notre monde intérieur. La lutte ultime, nous dit le texte, c'est celle qu'on mène contre ses propres illusions, contre sa propre complaisance, contre son confort intellectuel. Et là, on comprend enfin le titre. Guidig, ce n'est pas un nom, c'est un concept. Ça incarne cet état d'être, cette liberté intérieure, cette lucidité radicale.
C'est l'acte de se tenir debout, de dire non, de refuser d'être un esclave volontaire. D'abord en soi, et ensuite, seulement ensuite, dans le monde. Le manifeste se termine sur cet appel qui est en fait un écho direct à la première phrase. L'extrémisme ici n'est plus une position sur l'échiquier politique, c'est la condition même de la liberté. Une idée pour le moins radicale qui nous laisse avec une question en suspens. Dans un monde de demi-mesure, est-ce que la lucidité est, par définition, déjà une forme d'extrémisme ?